Je vous rappelle notre pertinence à vous proposer ce webinaire, puisque comme vous le savez, c'est le 10e. Up2, c'est le premier cabinet de transformation commerciale en France. On va atteindre notre majorité, pratiquement 18 ans qu'on existe et qu'on est les spécialistes de la vente en France. D'abord connu pour le recrutement, vous le savez, on fait aussi beaucoup d'autres choses. J'en parle brièvement aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver toutes les informations, vous le savez, sur notre site. Et c'est grâce à cette expertise qu'on est là aujourd'hui et qu'on a la chance de, bien sûr, te recevoir et de pouvoir profiter de ta valeur ajoutée en tant que vendeuse et pratiquement exclusivement chez tout, mais je vais essayer de nuancer un petit peu cette assumption plus tard. Pour justement arriver au plus important, Camille, euh, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais chez Up2 et Hmm. quel est ton poste, etc. Comment se décompose tes journées? Eh bien, ce que je fais chez Upto, je suis arrivée en tant que business developer, donc commercial, hein, sur de l'ouverture de compte. Et depuis plusieurs années maintenant, je suis aussi manager, donc j'ai deux casquettes, commercial, développement et manager d'une équipe de chasseurs aussi qui ouvre des comptes. Tu l'as très bien résumé, et moi pendant ce temps-là, je m'embrouillais avec mon PowerPoint. Donc je vais reprendre ma question qui est... Non, c'est pas cette question-là, je vous prie de m'excuser, qui est cette question-là. Euh, Comment est-ce que tu es tombé dans la vente à proprement parler? Parce que là, je te demande un peu tes missions et ton day-to-day, mais la marmite de la vente, Ok, comment est-ce que tu es tombé dedans? Parce que moi, je me suis mis une note pour aujourd'hui, justement, parce que vous le savez, je mets des petits bullet points pour les slides et ceux qui d'entre vous qui regardent en replay, parce que le webinaire, j'en profite, sera disponible en replay. Et la petite note que je m'étais mise, une fois qu'on la verra, c'est complètement par hasard. oui, Et complètement par hasard, je confirme. j'aimais bien cette accroche. Et en plus, je trouve que c'est aussi un bon moyen de donner envie à des gens qui sont pas forcément au courant que ces métiers existent et sont quand même hyper sympas. Donc effectivement, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc strictement rien à voir avec la vente. Bon, comme certains le savent peut-être, les métiers de l'art, c'est un secteur qui est hyper bouché, qui est passionnant, mais hyper bouché. Et donc après, stage, CDD, diverses tentatives dans le mécénat et autres. J'ai parlé un peu autour de moi de mes difficultés et j'ai plein d'amis qui m'ont dit bah, franchement, il faut que tu sois commercial, ça t'irait trop bien. Donc voilà, c'est vraiment sur des conseils complètement hasardeux d'amis qui n'étaient même pas dans la vente eux-mêmes que je me suis dit bon, bah, il faut que je me trouve une bonne école de vente. Up2 était déjà bien identifié sur le marché français et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Up2. Tu penses qu'il y a une raison pour laquelle ils t'ont dit tu ferais une bonne commerciale a posteriori là, tu la vois mieux. Franchement, je pose encore la question aux gens qui m'ont recruté chez Up2 de pourquoi donc vous avez accepté de recruter quelqu'un qui avait pas du tout le CV et en même temps c'est l'ADN de Up2, hein, c'est de pouvoir recruter des profils qui sortent un peu des cases habituelles, l'école Mhm. de commerce, etc. Donc non, je pense que c'est une question d'envie, de niaque. Je sais qu'un de mes anciens managers m'a dit c'est aussi d'avoir vécu des choses pas forcément simples parce que la vente c'est beaucoup des hauts et des bas. S'il y a beaucoup de commerciaux qui nous regardent, ils doivent le savoir. Donc ouais, je pense que c'est ce côté un peu lâche rien qui a fait qu'on s'est dit, bon, c'est peut-être un job pour elle, quoi. Le rebond. Donc, ce que tu disais, l'ANIAC, en fait, Ouais, c'est finalement. ça. On me parlait beaucoup de prospection pendant notre préparation et Oui, on parle beaucoup de prospection, justement, dans la vente. Et oui. d'ailleurs, je voulais revenir sur la raison d'être un petit peu de cette masterclass. Donc, je le fais bien rapidement. Je vous le disais tout à l'heure, c'est notre 10e masterclass. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est notre masterclass anniversaire, mais c'est un petit peu sa raison d'être. On vous a fait 9 masterclass auparavant. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Je les mis très rapidement. Et l'idée de cette masterclass, du coup, avec Camille, je ne l'ai pas précisé, qu'on vient d'introduire, c'est justement de vous proposer un condensé de nos bonnes pratiques, des bonnes pratiques de Camille, en fait, tout particulièrement, sur les sujets qu'on a traités dans les précédentes masterclass, histoire de faire une sorte de masterclass, effectivement, en célébration pour cette 10e, entre guillemets. Euh, alors, je fais attention avec le micro parce que j'ai un peu de vos retours sur le son. Donc, je vais faire le plus attention possible, ouvrir un petit peu le champ et le rapprocher. Vous me dites si ça fait des progrès dans le chat. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos retours. Euh, je passe donc à ma prochaine question sur la prospection, parce que c'était le sujet de l'une de nos premières masterclass également, se dire comment est-ce qu'on fait pour rester toujours un Ouais. peu, si tu veux, au top quoi, de l'énergie. Continuer à garder cette niaque dont tu parlais, en fait. Ouais. Bah, en y réfléchissant tous les deux, on l'avait aussi un peu divisé en deux grandes parties. Déjà, la prospection, c'est un exercice qui est souvent vu comme difficile, comme stressant, comme un mauvais moment à passer. Et donc, si je peux donner un premier conseil, c'est déjà de dédramatiser beaucoup l'exercice. Et pour ça, il faut absolument en faire un jeu, parce que évidemment que prendre des portes, appeler des gens qui n'ont pas demandé à être appelés,
À divers moments de la journée, c'est dur. Et donc, si on se prend au sérieux, bah, forcément, ça fait mal, hein, clairement. Donc, bah, pour en faire un jeu, dans mon équipe, j'ai pas trouvé de meilleur moyen que d'en faire un jeu groupé, parce que plus on est de fous, plus on rit, comme on le disait la dernière fois. Donc, bah, nous, on fait des sessions tous ensemble. Ça permet de remettre de la bienveillance, ça permet aussi de pouvoir décompresser quand on sort d'un call difficile, en rire quand on a pris une porte un peu gratuite, se lâcher quand on a vraiment passé un mauvais moment, et pouvoir célébrer surtout les Ouais. bons moments où il y en a un qui, ça y est, enfin prend un rendez-vous. Et ça crée franchement une super énergie. Donc, ouais, premier conseil, dédramatiser l'exercice en faisant les choses en groupe et ensemble. J'allais te dire parce on a révisé, évidemment. Oui, Quand on parlait de prospection, moi, ce que j'avais relevé, c'était aussi le partage des bonnes pratiques et oui, notamment des bonnes accroches. Tu vois. Où je oui. me disais, est-ce que parfois, vous avez une super bonne accroche ou un bon icebreaker et vous vous dites, je vais réutiliser quelque chose comme ça ou tu vois des exemples de ce Ouais. genre de choses si jamais t'en as. Alors ça, c'est un peu le côté pas évident, je trouve, notamment quand on vient de commencer dans la vente, ou en tout cas dans son entreprise même. Surtout, donc, nous, on cible que des C-level, donc des DG, des IRCO, des DRH, donc des gens qui sont clairement sursollicités, qui n'ont pas du tout envie de se faire appeler pour la 10e fois de la matinée. Donc, bah, on n'a pas d'autre choix que d'être hyper impactant dès les premières phrases. Et ça passe par, comme tu l'as dit, personnaliser au maximum son approche et donc son accroche. Donc, il y a évidemment des pitchs qu'on doit connaître par cœur pour être bon dans la présentation de notre société, mais avant même de présenter notre société, en fait, il faut se rattacher aux enjeux et aux vrais sujets de nos prospects et de nos clients. Et pour ça, bah, faut travailler sur des secteurs d'activité, faut connaître, on en parlait, je te donnais l'exemple la dernière fois, mais faut connaître les difficultés d'un secteur. Exemple, dans le bâtiment en ce moment, bah, c'est Mm. compliqué, c'est la crise. Et ben, il faut savoir, il faut se préparer que quand on va appeler un dirigeant d'une entreprise dans le BTP, ou en tout cas approchant ce secteur-là, il va falloir très rapidement dire, OK, je sais dans quel secteur vous êtes, je sais quelles sont les difficultés que vous connaissez, pardon. Maintenant, bah, mon objectif, c'est de vous apporter de la valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur quelque chose? Et ça, c'est vraiment la partie personnalisation, icebreaker, qui est, à mon avis, fondamentale. Mais ça demande un peu d'entraînement et ça demande un peu d'apprendre aussi les différents enjeux de tous ces interlocuteurs, quoi. Et on en reparle dans la vente grand compte. Oui, Et la bien vente, sûr, oui. la vente grand compte qui est dans nos derniers thèmes, c'est convaincre, c'est les approcher et les convaincre qui sont nos deux derniers thèmes. Oui, Donc restez connectés si vous voulez savoir exactement comment est-ce qu'on peut personnaliser son approche et faire de bons icebreakers pour terminer un petit peu cette partie sur la prospection. Est-ce que j'ai pas une dernière question sur comment est-ce que tu fais pour manager ton équipe en fait? Parce que eux, quand ils n'arrivent pas à trouver la prospection ludique, comment tu fais pour les rebooster en tant que manager? Parce qu'il y a un Euh, moment où finalement se prendre des portes éventuelles, ouais. ça peut fatiguer. Oui, oui, je te confirme, il y a des moments où c'est plus difficile. Maintenant, l'objectif, c'est pas non plus. Quand je suis arrivée chez Opto, on faisait ça, c'est de la prospection tous les jours, matin et soir. C'était lourd, mais on était dans un contexte qui était quand même assez favorable, donc il y avait souvent des réussites à célébrer. Donc, on avait toujours le moyen de remettre un petit peu de bonne humeur. C'est moins le cas depuis quelques temps. Et donc, bah, ça passe peut-être par faire moins de sessions de prospection, mais qu'elles soient plus intenses. Donc, on fait des sessions plus courtes, mais on rajoute un petit challenge. Je sais pas, moi, celui qui a pris le moins de rendez-vous Mm. va rapporter les croissants le lendemain matin. Ça peut être à l'inverse de celui qui prend le plus de rendez-vous va avoir un cadeau surprise du reste de la BU. Enfin, en tout cas, il faut remettre un petit peu des nouveautés. Aller le faire, nous on a plusieurs locaux à Paris, donc aller le faire dans d'autres locaux pour changer un peu d'environnement. Enfin bref, rajouter un truc autour de cette session de prospection qui en fait quelque chose d'un peu unique et qui permet de casser le côté, bon bah allez, c'est la 10e fois, je m'y remets et il faut absolument que je le fasse. Quand tu as commencé, est-ce que tu t'es senti seul, toi, dans tes exercices de prospection ou il y avait... Jamais, Ouais, c'est ça, il y avait déjà jamais. ça chez Up2. On a toujours eu ce côté-là. Moi, je me souviens, j'avais mon manager à côté de moi qui me soufflait des réponses en fonction de ce qu'il m'entendait dire pendant mes calls. Et on le fait toujours. Et si tu passes dans les open space un peu, tu verras, tu as toujours un commercial qui va donner un tips à un autre commercial qui va pouvoir répéter dans son téléphone. Donc, ouais, c'est hyper important de partager les bonnes pratiques et de justement pas laisser quelqu'un seul dans sa prospection. Ouais, parce qu'en plus, outre les bonnes pratiques, effectivement, on l'a dit et répété quand on parlait plus de vente transactionnelle, même ici, lorsqu'on a des portes qui s'imposent, et ça peut être le cas quand on prospecte par téléphone, mais Michel, on va répondre à votre question, ça peut être effectivement assez décourageant. Michel, est-ce que pour Michel, pardon, Camille, est-ce que tu pourrais répondre, si ça ne te dérange pas, Ouais. elle nous disait combien d'appels est-ce qu'on émet par jour? Ça dépend complètement du niveau de seniorité et du niveau de business qu'on a déjà.
Pour donner un exemple, moi, j'ai à la fois du management des clients à gérer et de la prospection. Donc, on ne compte pas en appel émis, on va compter en appel qu'on appelle connecté, donc c'est-à-dire un appel dans lequel il y a vraiment eu une discussion de vente, pas forcément un rendez-vous pris, mais en tout cas, il y a eu une vraie discussion, pas rappelez-moi demain, j'ai pas le temps. Et l'objectif pour un profil comme moi, c'est d'en avoir 4 ou 5 par jour. Normalement, ça doit me permettre de prendre mes 4-5 rendez-vous par semaine. Et pour un profil plus junior, bah, effectivement, là, il va falloir aller chercher ces 10-15 connectés par jour pour être certain de pouvoir générer du business. En fait, peut-être pour préciser quand même pour Michel, l'objectif, c'est pas juste de donner un chiffre, c'est plutôt de faire des statistiques pour détecter combien de calls il faut à Jean-Baptiste pour faire X connectés, pour prendre X rendez-vous, et donc mettre l'objectif qui va en face. Ça sert à rien de mettre des objectifs globaux à tout le monde qui ne fonctionnent pas. Il faut vraiment s'adapter bah, aux personnalités et au tempérament de Oui, de chacun. toute façon, je pense que aussi l'objectif de Michael, c'est de se faire une idée de ton business. Donc c'est pour ça Ouais, que j'ai pris la question dans le chat. J'avais en plus un peu l'ambition de te demander dans quel cadre, toi, tes équipes passent peut-être plus d'appels bien sûr. de prospection, tu vois. Donc c'est quoi le maximum qu'on peut passer en un jour chez Upto? Qui a le plus d'appels de prospection à passer? Euh, on en fait moins maintenant, mais les premières années, on avait une machine, on avait plusieurs machines de guerre, un Gessim et je crois que tu l'as Et vu, oui, Gessim d'ailleurs. j'estime que c'est une super opportunité. C'est la dernière invitée, c'est la Et dernière ouais, voilà, masterclass qui a été mentor chez Upto pendant des années, qui est c'est maintenant dans prestigieux. une autre entreprise qui est account manager. Exactement. Et on avait un Vivien aussi, et eux, ils passaient 100 calls par jour, quoi. Ouais, et connecté. Et non, en connecté, du coup, tu devais en avoir, allez, 15% par Ouais, contre. normal. Mais du coup, 15-20%. on Ouais. passe plus du quanti à du quali. C'est aussi quelque Oui, chose qu'on retrouve dans nos écosystèmes et que oui. je pense beaucoup d'autres sales donc, retrouvent également dans le chat. Euh, merci beaucoup. Je continue donc de gérer les questions, mais j'avais envie de vous poser, ah bah, c'est pas du tout celle-là, j'avais envie de vous poser une question, si ça vous dérange pas, et c'est donc notre premier sondage. Ta, 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 là. Je suis en train de le lancer, donc vous étonnez pas encore s'il n'est pas toujours arrivé. Tac. Hop là. Normalement, il y a un sondage qui s'affiche sur vos écrans et vous allez pouvoir nous répondre pour qu'on se fasse une idée de justement où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de vente. Je vois que pour le moment, la seniorité est pas mal sur notre audience puisqu'il y a plus de 10 ans d'expérience dans la vente en grande majorité. Donc vous êtes assez senior sur les sujets de vente. C'est important donc que vous puissiez poser des bonnes questions dans l'onglet questions-réponses que je vois ne se remplit pas beaucoup et plus dans le chat et je vais pas tout le temps continuer de poser des follow-up questions, même si elles sont pertinentes, à Camille. Je comprends, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et à voter pour les unes et les autres. Je vous donne un Mais peu c'est quoi la question de Rodolphe? la question de Rodolphe, et bah, Hmm. du coup, on la verra à la fin. On va regarder, je crois que c'était une question. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, alors on va le faire après. Ah oui, on va en Rodolphe, parler on va après. y répondre un petit peu après. Mais par contre, il y avait une question imposée un peu plus tôt à laquelle on pourrait répondre, je trouve. C'était comment est-ce qu'on prospecte sur LinkedIn? Si toi, tu as des astuces pour prospecter sur LinkedIn. Je ne considère pas que je prospecte sur LinkedIn. Je considère que j'anime un réseau sur LinkedIn. C'est complètement différent. Et il se trouve qu'en plus, moi, j'ai un secteur géographique. Donc, je travaille avec des entreprises qui ont leur siège social en Normandie. Et donc, quand on a un secteur géographique défini, et notamment en région, c'est plus simple, à mon sens, de créer un vrai réseau. Parce qu'en fait, bah, je prends l'exemple de la Normandie, que du coup, je connais bien. Il y a beaucoup de clubs d'entrepreneurs normands. Et donc, à partir du moment où j'ai identifié tous ces clubs-là, que je les suis, que je les anime régulièrement et que j'ai un ou deux clients par club, ça me permet de faire du réseau. C'est pas de la prospection. Je vais pas, j'envoie jamais de messages de prospection via LinkedIn parce que je considère que c'est pas un canal qui me correspond à moi et je suis pas sûre que ce soit un canal qui corresponde à mes prospects, qui sont plutôt des DG dans l'industrie, qui du coup sont pas forcément très attachés à des conversations LinkedIn. En revanche, ça me permet d'identifier des cibles, ça me permet d'identifier des problématiques marché, ça me permet de savoir ce qui se passe sur le secteur Mhm. géographique aussi. Je te donne une bêtise, mais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années maintenant, il y a une usine très importante en Normandie qui a brûlé.
ça a eu des gros impacts sur toutes les entreprises qui étaient autour. Et ben, je savais qu'en appelant ces gens-là, il fallait que je fasse attention et Oui, tu que je parles. fasse pas comme si je savais pas, quoi. Je pense que la nuance qui est hyper importante pour répondre à la question qui nous a été posée sur LinkedIn, c'est ce que tu as dit vraiment en intro de ta réponse, et j'ai trouvé ça parfait pour le résumer, donc je le réutilise. C'est animer ta communauté plus Oui. que prospecter directement, en fait, tout simplement. Mm. Et je trouve que ce que tu disais en fin de ta réponse le démontrait parfaitement, parce que ça te permet de mieux connaître les enjeux de tes clients, Oui, juste d'être plus proche de tes clients, de par un réseau social professionnel aussi, puisque les clients vont poster et toi, tu vas poster aussi. exactement. Et tu as du rebond via les posts et des petites Ouais, choses. ouais, ouais, franchement. Alors moi, je préfère, plutôt que moi poster, je poste des trucs de tout de temps en temps, mais plutôt que de moi poster, je préfère commenter les posts de mes prospects et clients. Et là, il y a souvent des rebonds et j'aime bien taguer un autre de mes clients sur le post d'un Oui, autre de mes prospects pour aussi créer un petit peu ce lien, ce relationnel dans un espèce de groupe faire une sorte voilà, de de dirigeants. référencement Oui, exactement. automatisé. Je vois beaucoup Exactement. de sales qui font ça sur LinkedIn. Oui, ça marche bien, Je hein. pense que c'est conseillé. Et quand Camille évoquait bah, les posts Optus, c'est parce que chez Optus, on a démocratisé le social selling, on propose Mm, des posts à nos commerciaux et ils ont le choix ou non de les poster. C'est une machine marketing, eux les personnalisent bien sûr. Et ensuite, nous, on a cette banque-là. Et il y a beaucoup d'autres machines marketing qui le font. Donc, je vous le conseille, tout simplement. Alors, ensuite, désolé, je suis un petit peu en retard sur mes slides et du coup, je reprends peu à peu. Hop là, je m'excuse et je passe donc à notre prochain thème. Hop là, on y est. Désolé. Hop, hop, hop. Mieux s'organiser pour plus vendre. C'était mm. l'un de nos thèmes Ouais, les plus importants en fait, oui. parce que tout tourne autour de cette organisation. La seule ressource qu'on manage directement, on se le disait un peu plus tôt, c'est un peu le temps donc que tu peux gérer. Et toi, c'est avec le fait de manager ton équipe aussi que ça t'a appris Mm. un peu. Est-ce que tu peux Ça m'a obligé surtout. je Je savais déjà qu'il fallait le faire, mais là, je me suis dit, ah, mais en je plus, j'ai plus trop le choix, quoi. suis dans le contenu. Oui, mais oui, oui, c'est effectivement, c'est le fait que tout d'un coup, il y ait d'autres personnes qui prennent de la place dans ton agenda et que tu peux pas lâcher, hein, parce que finalement, d'autres gens dépendent de toi. Ça t'oblige, toi aussi, à remettre tes priorités. Je pense que c'est l'une des premières choses, voire la première chose que j'ai apprise dans mon job de commercial, c'est que l'agenda peut être à la fois ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Et franchement, dès que tu en perds le contrôle, c'est hyper dur de rattraper. Il y a toujours des notions d'urgence, il y a toujours des notions de priorité. C'est très compliqué de démêler l'urgent, l'important, le prioritaire, etc. Donc, moi, j'ai rien trouvé d'autre que d'être hyper carré sur les slots qui sont dans mon agenda, les créneaux qui sont dédiés, et de ne jamais les déborder. C'est-à-dire que si je décide que je vais consacrer 1 heure lundi de 9h à 10h pour faire de la prospection, je vais faire de la prospection de 9h à 10h. Pas à 10h02 et pas non plus jusqu'à 9h45. Ouais. Donc si quelqu'un m'appelle, si quelqu'un m'envoie un mail, si quelqu'un essaie de me parler, je suis déjà occupée, je suis déjà dans un moment de Et concentration. t'as commencé à 8h55 et pas à 9h02. Ah bah, du coup, je suis arrivée pour prendre mon café à 8h50, effectivement, Ouais. sinon je suis pas à l'heure. Mais ouais, l'idée, c'est d'être hyper strict, entre guillemets, avec soi-même sur ces créneaux. Du coup, d'imposer aussi ce côté, bah, les créneaux de mon agenda, mon équipe doit les respecter. Ça veut dire que moi aussi, je dois respecter leurs Bien créneaux sûr. et que donc, je dois laisser dans mon agenda des créneaux libres pour eux, pour que eux puissent me mettre leurs questions, me partager, me demander une simulation Tu, dans me l'entretien, etc. tu me diras à quel point je te coupe parce qu'on on prépare bien sûr évidemment un peu la valeur ajoutée qu'on vous prodigue Mm. avec ce webinaire, c'est normal. Et je sais que ce thème il est vraiment large. Oui, Mais dans ce que tu dis, moi je relève un truc, c'est que ça dépend aussi de ton rapport aux autres. C'est-à-dire que comme, entre guillemets, tu avais des comptes à vendre à tes managers, oui. à tes collaborateurs, mais aussi à tes clients, tu étais obligé de trouver un moment où en fait tu pouvais faire les deux et pas l'un des deux. Bah, soit dans ton temps libre, soit à un moment, tu vois, où tu peux Mm. vraiment prendre le temps de faire quelque chose trop longtemps. Qu'est-ce que Ouais. tu faisais qui prenait trop de temps avant? En fait, c'est pas forcément que ça prenait trop. En fait, c'est un exercice de tous les jours de calculer le temps que chaque tâche te prend. Surtout que ce temps-là, il évolue au fur et à mesure. Typiquement, qualifier une fiche. Normalement, il me faut 1 heure pour qualifier 10 fiches. Sauf que parfois, je vais tomber sur un compte qui en fait est plus compliqué à qualifier parce que finalement, il y a plus d'interlocuteurs et qu'en fait, du coup, ça va pas me prendre 2 minutes, ça va m'en prendre beaucoup plus. Ok. Et donc, dans ce cas-là, il faut s'astreindre à se dire, eh ben, ce compte-là, tant pis, il rentre pas dans mon slot, Hmm. il faut que je le décale et que je le mette ailleurs. Donc, c'est plutôt ça qui est difficile, je trouve, c'est de calculer son temps. Donc, ça veut dire que les premières fois où tu vas faire une tâche, je sais pas moi, préparer un rendez-vous, généralement, préparer un rendez-vous, moi, ça me prend une demi-heure.
en gros. Parfois, j'ai des rendez-vous plus compliqués qui vont prendre plus de temps. Sauf que j'avais bloqué un slot que de 30 minutes. Donc, bah, tant pis, à la fin de mon slot de 30 minutes, je m'arrête et il faut que je trouve un autre moment dans mon agenda pour recaler peut-être 15 minutes supplémentaires pour finir cette préparation. Hmm. Et progressivement, ce temps de préparation, il a diminué. Les premières fois que je faisais des prépa rendez-vous il y a 4 ans, je mettais plutôt 1 heure à faire ma préparation. Et est-ce que tu les faisais juste avant ton rendez-vous ou tu les faisais Ah non, déjà à l'avance? faut les faire à l'avance. Oui, parce que je pense qu'il y en a qui se sont dit, mais comment ça, elle a déplacé sa préparation? Ah bah oui, oui, Je connais bon nombre de commerciaux qui font leur rendez-vous, leur préparation juste avant leur rendez-vous commerciaux. C'est pour ça que impossible. il y avait une petite, tu vois, nuance dans le discours qui est assez importante parce que tout le monde organise ses rendez-vous bien à l'avance. Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter sur mieux s'organiser pour plus vendre par hasard? Et je crois qu'on avait balayé pas mal de choses. Euh, Ouais, si, un point important quand même sur la gestion de l'agenda, notamment par rapport aux équipes, parce que tu as raison, c'est beaucoup le fait d'être manager qui m'a obligée aussi à être plus rigoureuse là-dessus. Je trouve que c'est hyper important, notamment en interne, mais aussi en externe avec les clients et les prospects, de mettre des ordres du jour hyper clairs et timés dans les invitations. Typiquement, je vais avoir un point d'équipe où j'ai 2 sujets à partager à mon équipe et je sais que eux en ont 2 autres. Bah, je vais leur mettre combien de temps je vais passer sur les 2 points que je veux leur partager et je vais les laisser remplir la fin de l'ordre du jour et je vais leur demander de s'astreindre à me dire combien de temps ça va prendre de partager ces sujets-là. Et ça va nous permettre de construire le bon timing de réunion pour être certain qu'on passe pas trop de temps ou pas assez de temps sur les sujets qui sont à partager. Ok, tu les fais vraiment participer Ouais, mais la durée est décidée à l'avance du bah, meet. elle peut évoluer. Ouais, c'est Typiquement, ça. déjà, je cale jamais une réunion la veille pour le lendemain. Sinon, personne n'a le temps de la préparer. Et Mhm. encore une fois, déjà, on évite les réunions au maximum, mais de temps en temps, il y a des infos à partager et il faut les partager. Mais il faut être préparé parce que, pour le coup, tu l'as dit dès le début, le temps est précieux et aucun d'entre nous n'a de temps à perdre et on a tous du business à faire. Donc, une réunion, c'est généralement une perte de temps. Donc, il faut être hyper précis et parfois, on va se dire, OK, bah, toutes les semaines, on a une réunion qui est prévue qui dure 45 minutes. Il y a des semaines où on n'a pas grand-chose à se dire. Ah, la réunion, on va la diminuer de 30 minutes, mais ça, on va le prévoir dès le lundi pour le Mhm. mercredi. Et donc, ça va permettre à chacun de remettre un slot de prépa, un slot de concentration, un slot de simu, que sais-je. En tout cas, de se réorganiser son agenda et de gagner du temps et de la place dans son agenda. Autour de toi, qu'est-ce que les sales mettent trop de temps à faire? Les préparations de rendez-vous, beaucoup. Mais je pense pas enfin, ils mettent trop de temps parce qu'ils sont pas encore Trop d'affect efficaces. aussi, genre trop de, tu vois, trop Non, de... c'est une question de... Au début, quand tu Mhm. commences, tu sais pas forcément quelles vont être les infos qui vont vraiment te servir dans le déroulé du rendez-vous. Donc, tu as tendance à récolter toutes les infos possibles et en faire un espèce d'énorme document pas forcément très lisible et un peu fourre-tout. Donc, au début, ils passent beaucoup de temps là-dessus et ça passe par le fait de faire beaucoup de rendez-vous avec des clients et des prospects pour se rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller chercher comme info. Donc les pain points, les points de douleur, Ouais. je m'étais préparé aussi d'autres notes, donc c'était pour la slide d'avant, pardon. Donc je les affichais brièvement et je passe à notre thème d'après, les clés de la relation client. On avait fait en juin les clés de la relation client, donc à quelqu'un qui est strictement account manager, puisqu'on a la Oui. chance que Camille fasse aussi de la prospection, donc on a pu couvrir plein de sujets. Pour parler un peu plus de relation client, tu peux nous rappeler, parce que moi je le sais déjà, mais tu peux rappeler à tout le monde combien de clients tu as dans ton portefeuille. Moi, j'ai un pool d'une cinquantaine de clients. En fait, jusqu'à cette année, j'ai toujours gardé tous les clients que j'ai ouverts. Donc, j'avais presque 200 clients, ce qui est évidemment ingérable qualitativement quand on a une équipe Mhm. de 4 sales plus 150 clients plus de la prospection. Donc, on a redécoupé les portefeuilles là, il y a 6 mois, quoi. Donc, j'ai gardé 50 clients, qui sont du coup mes clients, un peu mes clients préférés, hein, j'avoue. Mhm. Je les ai choisis, évidemment. 1 sur Euh, 5, entre guillemets. ouais, c'est Ouais, ça. 1 sur 4. Et 1 sur 4, ouais. Ouais. 1 sur 3,5, 4, on va dire. Mhm. Et après, le reste, c'est que du prospect. J'ai environ 200 prospects. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même 250 entreprises à travailler. Donc il faut toujours trouver le temps de bien choisir ses clients. Oui. Et c'était revenu en un mot. Donc même chose, j'avais bien... Alors tu avais mis l'honnêteté, mais je trouve que la transparence était encore, Oui. tu vois, entre guillemets, plus amélioratif. Est-ce que tu peux caractériser un petit peu ce que tu voulais dire par là? Parce que je pense que tout le monde, évidemment, te rejoint là-dedans. Mais Mm. tu vois, c'était la manière aussi de le faire. Ouais. Je sais pas si tout le monde me rejoint là-dedans, honnêtement, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui, et je peux comprendre, mais c'est un truc qui fait peur aux commerciaux, notamment juniors,
c'est de dire la vérité parfois à son client. Parfois, on a fait des bêtises. On a mal géré le lancement, parfois on a loupé quelque chose, parfois on a mal communiqué. Et enfin, je veux dire, on reste des humains, donc on a le droit aussi de faire des erreurs. On a aussi le delivery qui peut avoir fait des erreurs et c'est à nous de les baquer et de les, Donc, pas de découvrir, mais en tout cas de les soutenir et le d'expliquer produit. le pourquoi du comment. Ça peut être le produit qui a bugué. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour qu'une relation commerciale s'étiole ou qu'en tout cas un client soit à un moment dans Bien sa sûr. relation avec nous insatisfait ou en tout cas dans une situation de bah, je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est hyper important d'être totalement bah, transparent et honnête avec ses clients et de dire pardon, on s'est planté sur tel aspect. Effectivement, on est responsable. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver des solutions, c'est de faire en sorte que bah, la relation ne s'arrête pas là et que ce ne soit pas une situation qui est désagréable. Donc, comment est-ce qu'on va faire, vous et moi, ensemble en équipe, puisqu'on est en équipe depuis le début, pour résoudre le problème et pour trouver des solutions. Et Et ça, je trouve que c'est un exercice qui est assez peu fait et assez peu assumé par les commerciaux. pour réussir à garder contact avec tes clients quand tout se passe bien, qu'est-ce que tu t'es un peu fixé à toi-même? Quand tout se passe bien, c'est vrai que c'est dur quand tout se passe bien, parce que tu as un peu tendance à te dire que bon, c'est bon, il n'y a pas Oui, grand-chose à faire. pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Après, moi, j'aime bien quand tout se passe bien. Du coup, si tout se passe bien, ça veut dire qu'on a une mission en cours, donc ça veut dire que normalement, il y a des points de suivi réguliers avec les équipes de delivery. Bon, du coup, j'aime bien, de temps en temps, je me pointe juste pour dire bonjour, garder le lien, en profiter pour poser deux, trois questions sur comment le contexte a évolué chez mon client, comment son marché se porte en ce moment. Les clients qui sont satisfaits, c'est justement des clients qui vont être hyper pertinents pour préparer mes approches Mhm. pour mes futurs prospects qui sont dans le même secteur qu'eux. Ah, donc tu peux les appeler parfois pour leur demander des conseils. Évidemment, moi j'ai deux de mes très bons clients avec qui je m'entends très bien, qui sont dans deux secteurs différents, un dans le bâtiment, oui, je parle beaucoup de ce secteur, un dans le bâtiment et un qui est plutôt dans le conseil, enfin, ils font des présentations PowerPoint, donc c'est un accompagnement conseil marketing digital. Donc c'est deux secteurs complètement différents. Ils adressent tous les deux des cibles complètement différentes et régulièrement, ça m'arrive d'avoir des échanges avec eux juste pour dire, OK, bon bah comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce qui peut être compliqué pour les gens avec lesquels vous échangez? Donc là, dans le bâtiment, il fait partie, enfin, il est notamment membre de pas mal de réseaux d'entrepreneurs normands. Donc, il me donne des bons conseils, il me donne des tips, il me donne des visions marché que j'aurais pas autrement. Claire et net, j'ai adoré cette réponse. Pour réussir tes négociations commerciales, Camille, ça c'est entre guillemets le fait de closer, c'est Oui. le nerf de la guerre pour beaucoup de commerciaux. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer ça? Déjà, j'adore la négo. Je pense que c'est mon exercice préféré dans la vente. Déjà parce qu'en fait, normalement, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre parce que bah, encore une fois, je reviens sur la nécessité de se préparer au maximum et de préparer ses rendez-vous à l'avance. J'affiche ça. Donc, bah, voilà, la préparation. En fait, tu peux pas perdre parce que tu connais ton prix de base. Tu connais ta marge de manœuvre. Tu connais normalement depuis tes premiers rendez-vous avec ton prospect les sujets sur lesquels potentiellement il va vouloir soit tirer les prix vers le bas, soit négocier un allongement de telle ou telle garantie, etc. Donc, normalement, tu es préparé à, OK, qu'est-ce qu'il va vouloir aller chercher? Quelle est la marge de négo que je me laisse sur chacun des items sur lesquels potentiellement il va négocier et à quoi je suis prête à arriver au maximum à la fin de ma négociation. Et en plus de ça, tu as un autre outil qui est super, qui est celui des contreparties. Et donc, tu peux, rien qu'en préparant, avant même de faire le rendez-vous de négociation, tu peux te lister tous les sujets sur lesquels il peut négocier, toutes tes marges de négociation que tu as et celles que tu veux te laisser ou pas d'ailleurs, en fonction de comment tu sens le prospect et comment est-ce que tu as échangé avec lui. Ou si c'est un client, de est-ce qu'il est dans une bonne relation, pas dans une bonne relation, etc. Et tu peux mettre en face les contreparties qui vont avec, en fonction du niveau d'importance de la contrepartie Mm. versus le niveau de geste que tu fais commercialement. Tu Donc peux- normalement, tu as forcément gagné à la fin. tu prépares entre guillemets tous tes scénarios. Oui, Donc ça prend un peu de temps. ouais. Mais On parlait avec la relation client, rien n'est imprévisible, mais on bien sûr, essaie de réduire le risque au maximum. après, au bout de 5 ans à vendre les mêmes services, je sais à peu près sur quoi ils vont négocier. Nos offres ont beaucoup évolué. Mais Ils négocient toujours sur les mêmes voilà, sujets. exactement. Donc, C'est, ça ne c'est- change pas. ouais. Et quand ça négocie sur les mêmes sujets, c'est pas une point là, donc c'est souvent, j'imagine, le budget, les contreparties. Oui. Ça va chercher un peu ce que vous pouvez donner, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut donner, ce qu'ils peuvent, entre guillemets, nous donner aussi. Euh, Comment est-ce que tu as développé les,
les techniques pour finalement soulever ces objections, tu vois, enfin, non, soulever les objections à la base pour pouvoir ensuite les mitiger, justement. Parce Ouais. que dans ce que tu disais, je trouve que ça nécessitait un super une super bonne qualification que Mm. tout le monde n'a peut-être pas, tu vois. Et évidemment, bah, on en parlait avant, la qualification est clé, mais voilà. Mais tu l'as dit, la qualification est clé. Pardon, mais à partir du moment où t'as pas correctement fait ta découverte et t'es pas certain de où tu vas, ça sert à rien de faire une négo. T'es quasiment sûr que tu vas te faire avoir à un moment ou à un autre parce qu'il y a un truc que tu n'auras pas anticipé. Évidemment, tu l'as dit, il y a quand même toujours une part d'imprévu et heureusement, sinon on s'ennuierait un petit peu quand même. Mais normalement, quand on arrive au stade de la négociation, c'est que toi, tu as validé tous les aspects. Et si le prospect ou le client négocie, c'est qu'il a envie de travailler avec toi. Logiquement. Parce que sinon, il ne s'amuserait pas à négocier. D'ailleurs, je déteste les clients qui ne négocient pas, ça me rend triste. Ça m'enlève un moment sympa de la vente. Donc, normalement, quand on arrive à la négociation, c'est que tu as validé tous les points avant. En revanche, après, il faut effectivement lever les points de négociation. Ce pas vraiment des objections, mais il faut traiter les points de négociation. Donc, à chaque point de négociation, imaginons effectivement, il veut faire baisser le budget. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait de faire baisser du budget? Est-ce que c'est la partie à compte? Est-ce que c'est le budget global? En fait, qu'est-ce qui va être important dans votre réflexion? Parce que baisser le budget, c'est juste Mhm. une question très basique, mais il y a sûrement plein de choses là-dedans. Et les commerciaux qui le pratiquent se rendront vite compte que, bah, en fait, pour une même objection de je veux baisser le budget, tu vas avoir plein de raisons différentes dans une entreprise. Parfois, tu en as qui vont te dire, bah, en fait, c'est juste une question de clôture comptable. Je clôture à la fin du mois, est-ce qu'on peut mettre sur le mois d'après? Bien sûr, mais là, c'est même plus de la négociation, en fait. Mhm. C'était juste une problématique de gestion Ouais. comptable de leur côté. Donc, c'est hyper important de creuser. Une fois que tu as vraiment compris le pourquoi ils voulaient négocier tel point, c'est de reformuler. OK, donc on est bien d'accord, c'est sur ce point-là précisément et pour telle raison qu'il va falloir pouvoir travailler ensemble. OK. Une fois qu'on a fait ça, c'est moi de pouvoir réfléchir à bah, effectivement, oui ou non, je suis en capacité de vous faire une contre-proposition dans le cadre de cette négociation et derrière de mettre en face une contrepartie. J'ai fait un geste, tu fais un geste pour moi aussi et on avance sur des choses communes. Toujours tous ces scénarios au maximum et les contreparties Tous aussi les dont tu préparer. parlais. Et d'ailleurs, je m'étais mis quelque chose, mais je suis désolé, ça s'affiche pas très bien. Euh, sur contrepartie et score de priorisation, tu en Oui, parlais un peu plus tôt, du oui. score de priorisation Mm. également. Comment tu as développé certaines contreparties? Je sais qu'on le fait évidemment à l'échelle de tout up to, et je sais Ouais. que certains qui nous écoutent n'ont peut-être pas aussi les moyens qu'on a mis dans notre force commerciale, puisque c'est notre spécialité évidemment. Donc, comment est-ce qu'on développe des contreparties quand on est commercial et qu'on commence, qu'on est peut-être seul dans son équipe, ou tu vois, comment est-ce qu'on essaie de prioriser un petit peu? Alors, il n'y a pas besoin que ce soit fait au niveau de l'entreprise au global, hein. Ravi que tout l'ait fait en partie pour nous, c'est cool. Pour autant, moi, ce que je trouve le plus amusant, c'est de créer soi-même ces contreparties en fonction de tes enjeux business à toi. On parlait tout à l'heure de faire du réseau, moi, sur la Normandie, comme j'ai un secteur très localisé, en tout cas, j'ai une possibilité d'avoir des choses intéressantes. On a des trames de contrepartie chez Optum, mais tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'avais un rendez-vous avec un de mes bons clients. Et ben, en contrepartie d'une négociation, je lui ai demandé de m'organiser un rendez-vous dans ses locaux à lui en Normandie avec deux, trois de ses potes Ok. dirigeants d'entreprise pour pouvoir, moi, me créer du réseau. Ouais. Ça, c'est pas dans la liste des contreparties up to. Mm. C'est un truc vraiment que j'ai co-construit avec mon client parce qu'il m'a dit, bah, moi, Camille, Bien j'ai sûr. ça aussi à vous proposer en face. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, carrément, ça m'intéresse. Après, il faut être en capacité quand même, et là, on est encore toujours dans la phase de préparation, de chiffrer un peu ta contrepartie. Tu as des contreparties type, voilà, bah, vous vous engagez, une fois que vous êtes satisfait d'Upto, à partager sur votre réseau social le fait Mm. que Upto, c'est un super partenaire. Ça, c'est une contrepartie qui est cool, mais qui va pas m'apporter directement du business, qui a juste un côté un peu validation de la collaboration qui s'est bien passée, mais c'est pas une contrepartie chère, entre guillemets. Donc, ça va pas donner droit à mon client, à mon prospect, à une très grosse négociation. Mm. Par contre, un client qui s'engage à acheter un autre produit chez nous, d'évaluation, de formation, que sais-je, effectivement, lui, il va avoir le droit à une contrepartie beaucoup plus importante. Ouais, en fait, tu rapportes vraiment exactement comme on se le disait un peu plus tôt pour réussir cette négociation commerciale, tu rapportes complètement au retour sur investissement Ouais. là-dessus. Mais on ne va pas révéler toutes nos secret sauces non plus. Pour vendre en temps de crise, c'est un peu le contexte qu'on a Oui. chez quelques sales en ce moment. Il y a des clés pour rester au top de ces objectifs, on va revenir dessus. Je donne un peu plus de contexte. Tu parlais du bâtiment tout à l'heure. On Oui. parlait du fait que la vente grand compte devient encore plus importante aujourd'hui parce que le contexte c'est un petit peu tendu ces 24 derniers mois.
Comment est-ce qu'on fait pour rester au top de ses objectifs quand les budgets globalement se restreignent, que Mm. c'est la fin de l'abondance dans certaines entreprises, dans beaucoup d'entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour continuer de croire? Tu as posé deux questions communes. Là, je me fais ma commerciale. Tu as posé deux questions en une, ça fonctionne pas. Comment on fait pour rester au top de ses objectifs et comment on fait pour continuer à convaincre? C'est pas du tout la même chose. Déjà, C'est vrai. je voudrais pas briser l'ambiance, mais impossible de rester au top niveau. Il faut pas, ça sert à rien de se leurrer. Le business, c'est dur. Il y a des mois faciles, il y a des mois difficiles, et parfois il y a 3 mois difficiles, et parfois il y a un seul mois facile parmi les 6 mois difficiles. Donc non, je ne pense pas qu'il faille se projeter sur l'idée de rester au top de ses objectifs. Par contre, complètement d'accord avec la deuxième proposition de comment on fait pour continuer de convaincre. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, il suffit de continuer tout court. Parce qu'en fait, normalement, en temps de crise, la plupart des commerciaux s'arrêtent. En tout cas, n'osent plus. Ou alors, de manière vraiment très, très sporadique, de temps en temps, avec un très bon client, et encore, on n'ose pas trop dire les choses. Encore une fois, on reparle du coup du sujet de transparence. Bonjour, monsieur le prospect, je sais que c'est dur en ce moment. Maintenant, bah, on a aussi construit tel ou tel accompagnement pour aider nos clients dans des moments où c'est difficile. Donc, continuer de prospecter, ça permet d'être seul à prospecter. Donc, ça veut dire que, bonne nouvelle, des gens qui étaient sursollicités sont enfin moins sollicités et donc peut-être un petit peu plus disponibles pour échanger. On revient au sujet de personnaliser son approche, parce que, OK, ils sont un peu plus disponibles. Par contre, ils sont pas tellement dans le mood de parler business et de parler, comme tu l'as dit, dépenses du budget. Donc, il faut être hyper, hyper impactant dès les premières phases. Donc, partager des vrais constats, des réalités marché, des difficultés. Moi, je sais que j'ai eu, pendant le Covid notamment, on a continué, nous, d'appeler nos clients et nos prospects, alors, pas pour les prospecter, mais plus pour euh, prendre des nouvelles de leur marché, leurs différents marchés parce que nous, on est généraliste. Et c'est vrai qu'ils nous retournaient assez souvent la question. Et vous, tout comment ça se passe chez vous et dans le recrutement, comment ça tourne en ce moment? Et c'est cool, ça crée des vraies discussions. Et ces gens-là sont des gens qui sont devenus clients dès qu'ils ont de nouveau eu le budget, en fait. Absolument. Parce que c'est des gens qui se sont dit, OK, bah, les tout bien, là, ils nous ont appelés, ils nous ont partagé des constats, on a pu se livrer aussi, ça nous a fait du bien. Et là, maintenant, j'ai vraiment besoin de me relancer, bah, j'ai envie d'appeler ceux qui ont été présents au moment où c'était difficile, quoi. Je comprends. Donc voilà, peut-être pas le top des objectifs, mais en tout cas, continuer à bosser, quoi. Je ne sais pas si tu l'as dit, je suis pas sûr. Il y avait quelque chose que tu avais mis dans tes notes qui était le fait qu'en fait, comme les commerciaux aussi ont du temps, tu l'as dit, mais moi j'ai vu une nuance et je voulais justement te poser la question. Euh, les commerciaux osent moins peut-être Oui, prospecter leurs propres clients. Et du coup, oui. c'est ça qui donne un intérêt à toi d'essayer, d'entre guillemets, de prendre les clients des autres, mais ça, c'est toujours le jeu d'un Tes clients commercial. sont toujours les prospects de tes concurrents. Mais je pense qu'il y a aussi un avantage avec tout ce qu'on se disait aussi, c'était euh, notre proposition de valeur. Mais je ne vais pas m'étendre dessus. Euh, En termes de vente complexe, donc là, on parle de vente grand compte. Oui, On parle de plus précisément, je l'ai mis juste ici, accrocher, enfin, pardon, approcher, approcher. mais Bon, c'est pareil. c'est exactement pareil. Accrocher ou approcher les grands comptes. On avait une question, par exemple, sur le fait de comment prospecter sur LinkedIn tout à l'heure. Ça Oui. peut, ça peut y passer, j'imagine. Euh, Quels sont tes meilleurs tips, on va dire, nos meilleurs tips, Mm. je pense que tu en as un petit peu à nous dire là-dessus, sur la vente en compte. Alors, effectivement, Oh, moi, je pardon. suis plutôt SMB, comme on dit, donc Small and Medium Business. Donc, j'ai quelques ETI quand même, mais sur les très grands comptes, donc où il y a beaucoup d'interlocuteurs, on a une équipe dédiée aux grands comptes, donc je suis allée les voir. J'ai fait question-réponse un peu comme toi, mais avec eux. Euh, Il y a un truc que tu as affiché là qui sort avant tout, c'est la partie effectivement mapping. Mais ça va un peu plus loin. Quand on dit mapping, et c'est aussi la première compréhension que j'en avais, c'était OK, bah, il faut créer les différents contacts et les identifier. Non, donc, quand on travaille sur du grand compte, ça suffit pas. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment pour exactement cette raison que Il faut absolument identifier les contacts, identifier à quel cycle de leur vie dans l'entreprise ils en sont. Typiquement, quelqu'un qui vient de prendre son poste va avoir envie d'avoir très vite des choses qui vont se mettre en place sur des projets long terme, parce qu'ils ont besoin de construire bah, leur nouveau poste, leur nouvelle vision, asseoir leur légitimité, etc. Donc, ils vont chercher des trucs avec un ROI très long-termiste, pardon. Quelqu'un qui va être un peu au milieu de sa durée de vie, donc qui a déjà lancé ses projets, ça sert à rien de l'approcher, puisque de toute façon, il a déjà, entre guillemets, trouvé ses partenaires, et donc on arrive trop tard.
Et par contre, il y a un nouveau moment où ça va être intéressant, qui est la fin de son cycle dans son entreprise, où il commence à chercher à voir ailleurs. Et ben dans ce cas-là, il va aller chercher très vite des quick wins, donc Mhm. des résultats très rapides, très immédiats, pour pouvoir laisser une trace positive dans l'entreprise et partir bah, à la tête haute et Mhm. avec bah, les bonnes conditions pour aller chercher autre chose dans une autre entreprise. Donc ça, c'est hyper important, de les identifier et identifier à quel moment ils en sont dans leur entreprise. Typiquement, il y a des outils, alors moi je ne les utilise pas, donc je ne peux pas donner des noms, mais je sais qu'il y a des outils qui permettent d'avoir des infos sur les dernières nominations dans les grands comptes. Bah, ça, c'est des gens qu'il faut tout de suite contacter. Par contre, c'est des gens qui vont être sursollicités. J'en ai un en tête. D'où Pour te dire. l'intérêt de... Ah bah vas-y, J'ai Zoom Info, en fait. bah, c'est possible. ZOO et ensuite Info. Donc, vous connaissez LinkedIn, mais c'est un petit peu pareil, sauf que c'est plus premium, plus cher, moins Mm. accessible. Et c'est en fait une solution que nous a recommandé notre invité. Et ben, j'arrive plus à me souvenir. Je pense que ça devait être Jessim Carid de Bon, notre je pense. masterclass spécialiste sur la vente grand compte, donc notre dernière masterclass tout simplement. Vous avez donné pas mal d'outils, dont celui-là. Mais Effectivement. je pense que t'en as d'autres. Oui, oui. Lire, tu sais, quand il y a des nominations, lire les revues spécialisées. Tout à l'heure, tu parlais d'une source intéressante, c'était peut-être des entrepreneurs Oui. de Normandie. Mais bon, ce genre de source, par exemple. Sur les grands comptes, c'est plus compliqué parce que Bon. généralement, c'est tout à Paris. Et à Paris, il y a une telle myriade d'entreprises et de bruit, entre guillemets, que c'est compliqué d'identifier les dernières infos. En revanche, je sais qu'on a un client dans mon équipe, chez quelqu'un de mon équipe, qui fait de la veille concurrentielle et qui vend ce type de service aussi. Donc, du coup, là, c'est un B2B, mais Quand t'as pas de point de contact et que t'as vraiment besoin de contacter la personne, tu arrives à trouver des solutions. c'est ce que tu appelles pas de point de contact. Tu ne connais personne dans son réseau, pas de numéro de téléphone, Ah tu oui. vois, pas d'email et tout ça. Est-ce que pour tout ce qui est, tu vois, Alors, de toute façon, sur les grands comptes, tu as besoin de parler à tout le monde. À un moment ou à un autre, il faut que tu aies eu tout le monde au téléphone. Quel que soit leur rôle, mais de toute façon, il faut les avoir tous pour définir leur rôle. Est-ce qu'ils vont être des champions? Est-ce qu'ils vont être des bloqueurs? Est-ce qu'ils vont être partenaires ou pas, etc. Donc, en fait, ton objectif, si tu as un de ces contacts ouais, pour peut-être, lesquels tu n'as pas le numéro, le contact, etc., c'est que chaque fois que tu auras les autres, c'est de leur dire, au fait, j'ai aussi identifié machin, ce que vous avez, c'est coordonnées. C'est bête, hein, et encore une fois, ça fait partie des choses que les commerciaux n'osent pas faire. Mais en fait, alors, une fois sur deux, ils vont dire non, mais une fois sur deux, ils vont dire oui. Hmm. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait, de juste oser poser la question. C'est comme par les prix, il faut juste oser donner le prix, et puis ça va bien faire. Ouais, je pense qu'en plus, ils peuvent être mal targetés et ils en ont Oui. peut-être marre et peut-être qu'ils Et ils vont sont dire que ravis de donner le numéro de moi, j'en ai téléphone. peut-être non, Donc... mais Non, mais c'est vrai en plus. ça peut arriver. Très bien. Je passe à mon dernier sondage et mon deuxième sondage, même si le chiffre indique autrement, je m'en excuse. C'est du coup, si vous faites de la vente grand compte, il faudra répondre oui, et je vous lance le sondage en ce moment même, mais comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est écrit en tout petit. Hop là. Alors, hum, 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 hum. Voilà. Est-ce qu'il s'affiche bien sur votre écran? Oui, absolument. Très bien. Eh ben, j'étais intéressé d'avoir surtout votre retour à cette question-là. Et on reste presque sur le même taux de réponse que sur notre premier sondage. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés pratiquement jusqu'au bout, puisqu'on va arriver à notre dernier thème. On pourra ensuite passer à vos questions et vos réponses. Et là, c'est un petit peu plus, on va dire, du 50-50 par rapport à tout à l'heure, où c'était plus partagé les résultats. J'ai essayé de vous partager, mais donc c'était 53 et 47 euh, pour vous donner les résultats. Pour convaincre les grands comptes, donc là on parlait de mapping, de cartographier les comptes, de finalement trouver les bons interlocuteurs, notamment en termes de bloqueurs. Jessine disait il y a toujours le budget chez les grands comptes et que Bien c'était sûr. justement de trouver où, mais tu l'expliquais déjà très bien tout à l'heure. Voilà, je te lance tous ces points-là. Ouais. En fait, convaincre un grand compte, c'est pas du tout comme d'aller chercher une PME qui, en fait, juste n'a pas encore l'outil que tu proposes et qui va devoir choisir parmi plusieurs partenaires pour lancer un outil. Les grands comptes, ils ont déjà, normalement, ils ont déjà à peu près tout. Donc, ta seule façon de convaincre un grand compte, c'est de lui montrer que tu peux lui apporter plus et que donc tu as un vrai ROI. On a vachement cette vision chez Apple de quel est le ROI de nos solutions chez nos clients. Comment est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir s'en servir concrètement pour
faire plus de business, faire plus de marge, gagner des affaires, etc. Ça dépend de leurs enjeux. Euh, donc les grands comptes, il faut être en capacité de leur parler de ça. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une approche de connaissance de ton prospect ou ton client qui est hyper fine. Il faut rentrer dans du détail de data précise. Je ne sais pas si par exemple, imaginons, voilà, on va vendre une prestation de recrutement, parce que nous on fait du recrutement, notamment, pas que, mais on fait du recrutement. Un grand compte, il a déjà des cabinets partenaires normalement. OK, en termes de statistiques, ces cabinets-là, combien de candidats ils vous apportent? Combien de temps ils mettent à vous présenter le premier candidat? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la qualité du delivery? Quel est le niveau de connaissance de votre secteur, des interlocuteurs que vous avez dans ces cabinets? Depuis combien de temps vous travaillez avec eux? Quels sont les points sur lesquels bah, vous n'êtes pas totalement satisfait? Et sur ça, il faut mettre des chiffres en face pour derrière nous aller vérifier que nos statistiques sont effectivement supérieures et plus efficaces que ce qui existe déjà dans le grand compte. Si le grand compte fait déjà mieux que toi, ça sert à rien d'essayer de lui vendre un truc, hein, ça c'est sûr. En revanche, normalement, si tu essayes de les adresser, c'est que tu es assez convaincu que ton offre est pertinente et a quelque chose à leur apporter. Et bien peut-être qu'on va avoir un modèle d'accompagnement qui va leur permettre, en fonction de leurs enjeux, encore une fois, soit d'accélérer le processus de recrutement, soit de leur donner plus de choix, parce que c'est ça qui leur manquait, soit de mieux cibler, etc., etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir du chiffré, du concret, pour leur dire, OK, vous en êtes à X, X% de réussite dans vos recrutements, et ben avec nos statistiques, on est capable d'atteindre X plus 1%. Encore plus de méthodes, ça, c'est le fin mot. C'était le premier mot qu'on avait avec Méthode. la vente une science et c'est pas un art. Et justement, tu as cité beaucoup de méthodes au début. On va rester Exactement. sur la méthode et on va passer à vos questions et à nos réponses, mais surtout à celle de Camille. Donc voilà, je vous invite enfin, à vous mettre sur donc, la question-réponse et à les poser. Euh, donc voilà, vous avez peut-être pas très bien entendu la question. Euh, j'essaye de vous dire, alors, vous me dites, Nicolas, si vous avez entendu là ce que je disais. Euh, ah, mais c'était la question précédente, bah, du coup, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez nous dire vos questions et vos réponses, s'il vous plaît? On prend les questions et les réponses. On va répondre aux questions qui sont déjà présentes, mais voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc, répondre à la question comment prospecter sur LinkedIn, bien, c'est déjà fait. Et ensuite, j'ai jeté un petit. Et sinon, vous me donnez les clients pour chercher le nouveau. On peut chercher. Quel- Bon, ça, tu as déjà répondu également. En réalité, ça marche beaucoup Juste, j'en profite quand même pour glisser un outil qui est quand même hyper efficace, qui s'appelle Casper, mais que certains pour connaissent LinkedIn. sûrement déjà, Kaspr, qui est un plugin sur LinkedIn et qui permet de récupérer des coordonnées de pas mal de décideurs sur LinkedIn. C'est mieux, encore mieux d'être connecté en vrai aussi, parce que comme ça, tu as C'est bien de voir tout de leur toute façon. messagerie et tout. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Et une accroche, t'as un truc, t'as déjà essayé de faire ça un peu sur LinkedIn et Moi, vraiment, je ne suis pas tellement. Surtout que je vois beaucoup passer des posts sur LinkedIn de dirigeants qui disent il y en a arrêter marre de se de. faire Ouais. prospecter sur LinkedIn. Donc, j'avoue, mais peut-être à tort, encore une fois, parce que ce qu'il faut, c'est oser. Et moi, je n'ai pas osé, entre guillemets. Ouais. J'ai d'autres modes qui fonctionnent sur LinkedIn, donc j'en ai pas non plus besoin. En revanche, ça m'a servi quand j'ai identifié des contacts de mes connaissances, de mon réseau personnel qui étaient dans des entreprises qui m'intéressent, mais pas forcément des potes qui m'intéressent, mais en tout cas qui du coup avaient une vue de l'intérieur. Là, je les contacte sur LinkedIn et je leur dis Hello, je sais pas si tu te souviens de moi, on était au lycée ensemble, j'ai vu que tu Oui. étais dans telle boîte, Disant. juste c'est quoi un peu le contexte, que je vois s'il y a quelque chose Tu à prends faire. la température Exactement. en mise en relation tout de suite. Mais c'est vrai que ça venait complètement aussi avec notre business model et les cibles qu'on adresse, puisque Oui, adressant les cibles les plus sollicitées du oui, marché, les directeurs commerciaux et les DRH, si je ne me trompe. directeur général surtout. Voilà. Euh, donc, la question de Yasmine qui était en premier lieu, je la passe. Et hop, je passe ensuite à Spectateur Anonyme qui me dit, je pense que les moyens et les canaux de prospection ont changé à l'ère du digital. Selon quelles sont les bonnes pratiques à adopter dans ce cadre-là? Alors, je me souviens de cette réponse parce qu'elle était justement au moment où on parlait de prospection multicanal et de LinkedIn. Je me souviens, pardon, de cette question. Euh, est-ce que, à part LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres approches, on va dire, personnalisées, entre guillemets, un peu hors du commun, comme par exemple les groupes d'entrepreneurs que tu as Ouais, trouvés? exactement. Moi, je voudrais juste souligner un truc auquel je pense qu'il faut faire attention, c'est que l'ère du digital, etc., a un peu tendance, c'est peut-être pas le cas pour Spectateur Anonyme, mais a un peu tendance à servir d'excuse pour beaucoup de commerciaux qui n'ont pas du tout envie de faire de prospection téléphonique.
Alors, Hmm. non. Je reste convaincue que l'humain, c'est quand même vachement mieux que le digital et que je préfère avoir une conversation humaine et argumentée et intéressante, quitte à me prendre une porte d'ailleurs. Mais en tout cas, je préfère avoir des connexions humaines que juste des likes sur LinkedIn et des mises en relation mail, etc. Donc, si je peux donner un conseil, c'est oui, ère du digital, ça a changé les pratiques. La pratique que ça change, c'est qu'il faut tout cumuler. Donc, ça nous demande peut-être 2 fois plus de travail, ça j'en suis consciente, mais il faut être en capacité d'avoir des moments pour faire de la prospection téléphonique. Encore une fois, ciblé, avec la bonne accroche, la bonne réflexion. C'est pas juste taper dans le tas, hein, ça a changé quand même. Il faut prendre le temps de faire du mailing. Encore une fois, pas du mailing avec 500 mails qui partent avec le même texte pour 500 personnes différentes. Non, c'est du ciblé, c'est du préparé, c'est avec des exemples précis, peut-être des références, peut-être des constats marchés spécifiques. Il faut avoir un moment pour faire du LinkedIn. Et encore une fois, je reviens à mes slots agenda, hein. Tout ça, c'est des demi-heures ou des heures ou des 3 quarts d'heure qui sont calés dans l'agenda. Donc, il faut un moment pour LinkedIn qui va être consacré soit sur un slot à la publication d'un post qui va être fait par le marketing ou par nous-mêmes, soit à la mise en relation via le like, les commentaires, etc. sur certains posts. Il faut avoir un moment aussi pour faire du texto, du WhatsApp. WhatsApp, ça fonctionne hyper bien parce qu'en plus, on sait quand ils ont lu le message et c'est Hmm. quand même hyper efficace. Donc, il faut cumuler. Donc, Je- le digital, c'est cool, ça rajoute plein de choses, mais Ça il ne rajoute faut des pas coups. oublier la base et il faut être sur le terrain et Et je faut pense aller voir les que gens. ce que tu voulais dire en un mot au début, parce que j'ai bien aimé, je suis tellement aligné avec toi, c'est le côté, on avait passé d'une vente assez quali à une vente, une approche de prospection hyper quanti avec beaucoup d'emails, beaucoup de newsletters. Oui, Et je pense qu'on a tous des boîtes mail qui sont un petit peu trop chargées oui, et que peut-être ça a aussi, je pense, que ça nourrit aussi ce propos de, il faut revenir à cette ultra personnalisation, à cette approche humaine et oui. finalement trouver sa valeur ajoutée par rapport à ça également. Euh, Pierre revenait sur ton organisation d'agenda, t'en parlais, Mm. euh, et il te demande si c'est via Outlook ou une autre application. Il se forme sur Notion actuellement, code couleur sur l'agenda par type de tâche ou autre. Ouais, j'adore les codes couleurs, Pierre. Donc, on va peut-être partager une passion. Nous, on est sur Google Agenda. J'ai pas besoin de plus compliqué. En revanche, effectivement, code couleur qui me permet notamment de savoir en un coup d'œil quels vont être des moments de concentration forte, typiquement un rendez-vous avec un prospect ou un client, et des moments un peu plus de réflexion où je sais que je vais être un peu plus au calme et où peut-être je vais aussi me rendre un peu disponible pour faire des feedbacks à des gens qui sont autour de moi. Donc, oui, code couleur. Et après, un agenda, c'est un agenda, hein, quel que soit l'outil qu'on utilise. Encore une fois, l'outil ne change pas la pratique. C'est un truc dont je suis assez convaincue. Si nous, on s'astreint à être exigeant avec soi-même, que ce soit Google Agenda, Notion ou quoi que ce Les temps soit, de focus, tu les mets pas en particulier, toi? Parce que t'es pas la première à dire les créneaux. ouais, Vraiment, tous nos invités sont pareils, avec une extrême rigueur sur les agendas et le respect envers soi-même des engagements qu'on prend. oui. Parce que ça, c'est le plus important aussi quand on est manager, tu le disais un peu plus tôt. Mais je vais essayer de rattraper ma question première. C'est quoi, toi, ton créneau? Moi, je ne suis pas du matin. Voilà, c'est comme ça. Donc, déjà, je ne mets jamais rien dans mon agenda avant 9 heures. Donc, ça, va, c'est pas si tard quand Même même. un temps de concentration. 9 heures, c'est un bon temps de concentration pour moi pour faire de la prospection. Ok. Parce que Oui, j'ai pas t'arrives. encore ouvert mes mails, Hum, je fais rien d'autre et donc mon esprit est libre. Donc je suis pas polluée encore par de potentielles mauvaises nouvelles ou je sais pas moi, un truc qui se passe pas bien je pense que tu avec un client ou que sais-je. tu gères administrativement. Exactement. Ouais. Donc je préfère commencer ma journée par ce moment-là, qui est un moment où j'ai besoin d'avoir de la place mentale. Donc c'est pas forcément un moment de concentration parce que la prospection, pour moi, c'est un exercice voilà, de conversation. Oui, il faut se concentrer, mais c'est quand même, au bout de 5 ans, ça devient assez naturel, entre guillemets. Et après, les vrais moments de concentration, donc de rendez-vous client, j'aime bien les faire soit en fin de matinée, 11 heures, soit à partir de 14h30. Et après, enfin, je pourrais faire ça jusqu'à 22 heures, ça ne me dérange pas. Hum. Et ce que Donc tu plutôt fin de journée. oui, les choses entre guillemets, les mails auxquels tu n'as pas envie de répondre et auxquels tu n'as pas besoin de répondre dans la journée. Moi, j'ai des slots de traitement de mail. Donc, Aussi. oui, il y a des slots pour tout, c'est hyper important. Donc oui, alors j'ai un peu la phobie du 25 notifications. Ouais.
tu veux Donc, je traite tout. le zéro inbox, c'est le Exactement. terme anglais que tout le monde dit maintenant. Et ben, Je sais pas, c'est zéro boîte hyper mail. agréable. Mais oui, je comprends comme ça. Donc, à partir du moment où j'ouvre ma boîte mail, c'est pour traiter Ouais, tout ce qu'il y a dedans. plus de notifications. Je conçois. Comment, c'était aussi une autre question de Pierre, donc vous avez voté pour une autre question de Pierre qui arrive en premier sur le grand compte. Est-ce que tu as réalisé la phase de découverte lors du même rendez-vous que celui de la phase de négo? Est-ce qu'un rendez-vous business review doit être fait avant la négo? Combien d'entre vous en moyenne réalisez-vous par négo? Bon, beaucoup de questions. Oui, pas mal de questions. Alors déjà, on ne mélange jamais la découverte et la négo. Et là, que ce soit du grand compte ou du petit compte ou du moyen compte, peu importe, il faut vraiment au maximum scinder ces deux sujets-là. La phase de négociation, je le disais un peu tout à l'heure, ne peut arriver qu'à partir du moment où le prospect ou le client est déjà engagé dans un processus d'achat. Et pour qu'il soit engagé dans un processus d'achat, il faut qu'on ait répondu à toutes ces douleurs et il faut qu'on ait présenté une solution qui correspond à ce que lui aussi attendait dans la résolution de ces douleurs. Donc, c'est impossible de négocier quelque chose qu'on n'a pas encore validé avec son prospect ou son client. Et ça, c'est sûr et certain. Ensuite, un rendez-vous de business review, déjà, pour moi, c'est pas toujours nécessaire. Ça se fait à la demande du client ou du prospect, s'ils ont besoin d'avoir vraiment cette vision-là concrète. Et pour moi, ça doit être un moment totalement séparé. Pareil, c'est un moment qui doit être un peu sacralisé. Tu peux vulgariser un petit peu. Business review, ça va être de donner des cas concrets, soit de projets qui ont été faits chez des clients existants, soit une business review sur les projets qui sont déjà en cours chez ce client, La référence dont on parlait. pour voir exactement, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et ça, pour moi, c'est un moment, typiquement, chez Upto, quand on fait des business reviews, c'est pas que le commercial qui le fait, on fait aussi monter nos CSM, on fait aussi monter nos responsables recrutement. Enfin voilà, l'idée, c'est de vraiment faire participer les gens qui vont avoir le plus de valeur ajoutée, le plus d'expertise sur cette partie-là. Et donc, ça ne peut être qu'un moment dédié qui est complètement autre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le rendez-vous de découverte le lundi, la business review le mardi et la négo le mercredi, hein. Ça peut aller évidemment très vite en fonction des besoins et des enjeux du client. Mais déjà, il faut se préparer entre chaque. Je reviens toujours sur le sujet de préparation. Et ensuite, il faut quand même un peu sacraliser les moments pour que le client et le prospect se sentent aussi vraiment dans une espèce de bulle de ce moment-là est dédié à ce qu'on parle de ce sujet-là. Et on en revient aussi à mon fameux sujet de mettre des ordres du jour dans les invitations, y compris pour ces clients. Et ça me fait penser quand même à ce qu'on se dise, notamment lors du jour, quand tu fais participer, pour rebondir là-dessus, au fait de faire participer le client et d'évoquer vraiment ses pain points, etc. Et dans la question de Pierre, je pense que justement pour faire une bonne phase découverte, une bonne phase négo et une bonne phase de rendez-vous, comme tu disais, il faut les scinder, Oui. tout simplement. Parce que pour bien négocier, il faut avoir bien découvert. En tout cas. Tu l'as très bien dit. Jasmine nous demandait, est-ce que vous pouvez partager les étapes à suivre pour développer les grands comptes? C'est une question complexe, celle-là. Si tu veux y répondre en deux C'est mots, une tu peux. question complexe, effectivement, mais ce qui est certain, c'est qu'on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut commencer par être hyper précis sur sa qualification de son compte. Donc, je pense qu'il faut se dire qu'il va y avoir au moins plusieurs mois de appeler tout le monde, comprendre qui fait quoi, comprendre qui en est où dans son cycle dans l'entreprise, etc. Et après, une fois que tout ça c'est fait et qu'on sait qui vont être les bonnes personnes à mettre autour de la table, le déroulé d'une vente, c'est le même dans n'importe quel cycle, hein. C'est découverte, euh, potentiellement en deux temps s'il y a plusieurs interlocuteurs, voire en trois temps s'il y a trois interlocuteurs. Mais en tout cas, une phase de découverte complète, une phase de démonstration, de présentation, etc. Potentiellement une phase de business review et ensuite une phase de négociation. Merci beaucoup. Je passe à la question de Sylvie. Ce sera notre avant-dernière question. Sylvie demandait à Camille, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, quelle est la taille de ton équipe? On a des petites équipes chez Updo, donc il y a quatre commerciaux dans mon équipe. L'objectif étant d'être les plus proches possibles des commerciaux qu'on accompagne. Par contre, le niveau de seniorité est très varié. Il y en a un qui est arrivé en décembre, il y en a un qui est là depuis 2 ans et une autre qui est là depuis un an et demi. Donc, ils ont tous un peu des niveaux de seniorité différents. Euh, et ensuite, alors, c'est Jasmine qui nous disait, si l'entreprise ne dispose pas d'un bon logiciel d'analyse de données, pouvez-vous recommander des outils pour aider les commerciaux à prendre des décisions en fonction du marché et des conditions de l'entreprise cliente? Merci. C'est pas évident comme question non plus. Mais enfin, si, en fait, la réponse est pour moi peut-être très basique, mais c'est de la découverte.
Appelez les gens, parlez-leur, posez-leur les questions. En fait, si on pose des questions de manière hyper frontale de comment je peux vous aider, qu'est-ce qui est dur dans votre quotidien, je vais donner un exemple très concret. Nous, on va adresser à la fois des DG, des DIRCO, des DRH. Bon, un DRH n'a pas les mêmes besoins et difficultés dans son quotidien, là, sur son bureau, maintenant tout de suite, qu'un DIRCO. Le DIRCO va peut-être me dire, moi, j'ai besoin que mes commerciaux soient mieux formés parce que j'en ai trop qui sont à la traîne sur la négociation. Et peut-être que le DRH, lui, va me dire, en fait, moi, ma difficulté, c'est que j'ai 4 propositions de 4 organismes de formation et je ne sais pas comment choisir. Bon, ben, je ne vais pas répondre de la même manière. Mais par contre, si je ne pose pas la question à chacun d'entre eux de OK, vous, quelle est votre difficulté, votre enjeu à vous en tant qu'humain, j'aurai jamais la vision claire sur les décisions à prendre en fonction du marché et les conditions de l'entreprise client. Donc pour moi, c'est juste parler aux gens, en fait. Oui, ça, je pense que c'était effectivement, ouais, c'était un rebond avec toute la donnée, peut-être sur les grands comptes dont on parlait un peu plus Mais la tôt. donnée, il faut aller la Avec, chercher. oui, et du coup, il fallait la chercher. Et donc, pas forcément de bons logiciels d'analyse. Il y en a beaucoup. Ils sont souvent payants et très payants aussi. On en parlait, Zoom Info tout à l'heure, pour une marque et Oui, qui a un certain prix, on le disait, hein, c'est une marque grand compte, enfin, pour justement cibler en particulier les grands comptes. Mais toi, tu le disais aussi mieux que moi, évidemment, en disant que grand compte, moyen compte, petit compte, quoi qu'il arrive, il faudra récolter cette information-là soi-même parce que l'information la plus valable, on ne la trouvera pas automatiquement, c'est ça? exactement. Bah, déjà, elle sera probablement plus à jour parce que les choses bougent très vite. Et puis encore une fois, notamment pour les grands comptes qui ont aussi un peu perdu, enfin qui sont bombardés de mails, marketing, etc. Franchement, je peux vous dire que le responsable formation de chez Veolia, il sera ravi d'avoir quelqu'un humain au téléphone qui va lui poser des vraies questions sur, en fait, quels sont vos enjeux à vous, quoi? C'est quoi vos difficultés du moment? C'est quoi vos habitudes? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vous aider, en fait? Avant même de vous parler de moi, dites-moi où est votre problème et on va voir. Peut-être que j'ai pas de solution, mais en tout cas, au moins, on aurait parlé avec vous, quoi. Très bien. On aura essayé au max. Est-ce que vous avez une dernière question ou quelque chose, parce que le webinaire touche donc à sa fin. On a bien profité des réponses de Camille, notamment dans les questions et les réponses. Je remercie certains d'entre vous en particulier pour les commentaires, vos questions. Jasmine, Pierre et aussi Sylvie qui en ont posé beaucoup. Et Sylvie pour ses interactions sur le chat notamment. Euh, donc de rien, Stéphane. Et j'ai vu une dernière question, mais je ne peux plus la prendre. Oui, merci à tout le monde. Voilà. C'est peut-être le mot de la fin pour toi, Camille. Avec plaisir, merci. Et puis parler, échanger. On est dans un métier d'humain. Et c'est pour ça que je vous retrouve lors de la prochaine masterclass. Merci beaucoup. Qui arrive dans un mois, comme à peu près d'habitude. Voilà. À la prochaine masterclass. Et je vous dis donc à bientôt sur tous nos réseaux Up2, donc en particulier nos webinaires, et aussi podcasts et vidéos. Au revoir à tout le monde, à tous les participants, et à la prochaine masterclass. Voilà. Merci beaucoup.